Par une aube enveloppée de brume et de silence, alors que le soleil n'avait pas encore pointé à l'horizon sur la mer du Japon, les eaux du Pacifique Nord se muèrent en un théâtre de panique imprévu. À 4h57 du matin, heure locale, la Corée du Nord lança un missile balistique intercontinental depuis une base près de Pyongyang, qui traversa le ciel au-dessus du territoire japonais sur une trajectoire qui glaça le sang de millions de personnes. Tiré depuis le site d'essai de Sohae, le projectile Hwasong-18 s'éleva à plus de 15 000 mètres d'altitude, traversant l'espace aérien du Japon avant de s'abîmer dans l'océan Pacifique. Ce qui ressemblait à un test de routine se transforma en une provocation flagrante qui déclencha les sirènes à Hokkaido et à Tokyo. Quelques minutes plus tard, le firmament se remplit de traces de contre-mesures. Mais l'impact était déjà accompli. Le missile avait survolé le Japon sans être intercepté dans un premier sang. Pyongyang avait défié une frontière invisible, et la riposte de l'armada américaine qui suivit terrorisa les dirigeants nord-coréens, selon des rapports déclassifiés et bombes déclassifiées. Du commandement Indo-Pacifique, le missile ne voyageait pas seul dans son arc létal, accompagné de signaux de télémétrie que les satellites américains capturèrent immédiatement. Le projectile fut détecté par des radars à Guam et en Alaska, accélérant à plus de 20 000 km/h. Les alarmes retentirent dans la salle des opérations. Contact hostile entrant, missile balistique confirmé. Trajectoire sur le Japon. Activez les protocoles de défense. Mais avant que les systèmes antimissiles ne puissent s'aligner complètement, le Hwasong-18 acheva son vol, impactant l'eau à des milliers de kilomètres et envoyant des ondes de choc diplomatiques à travers tout l'hémisphère. À partir de cet instant, les radars de toute la région s'allumèrent en séquence. À Tokyo, à Séoul et sur les bases américaines d'Okinawa, les systèmes de surveillance enregistrèrent le schéma ascendant du missile KN-25, connu pour sa portée intercontinentale et sa capacité nucléaire. Personne n'anticipait une audace si directe dans un couloir où transitent des navires commerciaux essentiels pour l'économie mondiale. Et c'est ici que commence le récit qui teinte en haleine les superpuissances. Le sifflement mortel à l'aube. Tout commença à 4h42 du matin, lorsque le centre de commandement du commandement Indo-Pacifique reçut une alerte préliminaire de renseignement. Des satellites américains avaient observé des activités inhabituelles sur les côtes nord-coréennes. Des lanceurs mobiles en position et des transmissions codées. Priorité absolue. Menace imminente détectée. Le personnel sur les bases s'activa avec célérité, mais personne ne prévoyait la rapidité du lancement. En moins de 15 minutes, le missile traversa l'atmosphère, volant à haute altitude pour éluder les détections précoces. Au centre de contrôle japonais à Tokyo, le premier ministre ordonna d'activer le système Aegis Ashore, ce bastion technologique qui combine radars et intercepteurs pour repousser les menaces balistiques. Les radars SPI-1 commencèrent à traquer, émettant des impulsions à un rythme accéléré, mais le missile évita la fenêtre initiale d'interception et survola l'île principale. L'impact sonore ébranla les fenêtres dans les villes côtières, tandis que les citoyens recevaient des alertes sur leur téléphone pour se mettre à l'abri. À 5h02, le gouvernement japonais transmit un message urgent aux alliés. Survol confirmé. Nous sollicitons un soutien immédiat. Dommages potentiels évalués. Ce que personne à Pyongyang n'attendait, c'était la réponse foudroyante de l'armada américaine. Depuis le porte-avions USS Abraham Lincoln, ancré à environ 300 km dans la mer du Japon, des chasseurs F-35. Lightning II décollait en formation d'urgence. Ces avions de 5e génération, capables de voler à plus de 1900 km/h, s'élevèrent en moins de 3 minutes, équipés de missiles AIM-120 et de systèmes de guerre électronique. Le rugissement de leur moteur Pratt & Whitney F-135 déchira le silence de l'aube, tandis que les pilotes obtenaient des coordonnées exactes, dissuader et démontrer la supériorité. Mais avant, si la supériorité technologique américaine te passionne et que tu penses que l'innovation sauve des vies sur le front, écris « Bouclier » dans les commentaires. Le F-35 Lightning II est une merveille paire de l'aviation furtive. Conçu pour opérer depuis des porte-avions, il peut transporter jusqu'à 8000 kg d'armement, y compris des missiles AIM-9X pour les combats rapprochés et des pods d'interférence pour neutraliser les radars ennemis. Son radar APG-41 AESA détecte des cibles à plus de 250 km, permettant des frappes précises sans exposer l'aéronef. Mais ce qui le rend iconique, c'est sa furtivité. Il passe d'intercepteurs invisibles à bombardiers supersoniques en un instant. Parfait pour des théâtres comme le Pacifique Nord, où le terrain dépasse assez vaste et les menaces imprévisibles. Ce qui est inquiétant, c'est que des lancements
comme celui-ci ne se produisent que dans des contextes de tension maximale, provocation due à des sanctions, exercices militaires ou disputes nucléaires. Donc, la question qui émergea fut inévitable. Qu'est-ce qui poussa la Corée du Nord à lancer ce missile sur le Japon? Sur les réseaux sociaux, des vidéos capturées forçant par des résidents à Hokkaido commencèrent sans à se diffuser. Les images montraient une traînée lumineuse traversant le ciel étoilé, suivie de sirènes et d'évacuations massives. Les météorites proliférèrent. Certains parlaient d'un test technique, d'autres d'un signal politique. Mais la réalité, comme elle se découvrirait plus, était un labyrinthe de stratégies et de défis. À 5h15 du matin, le ministère de la Défense nord-coréen convoqua une réunion de crise à Pyongyang. Le général Kim Jong-un, leader suprême, reçut le rapport de lancement réussi, mais ordonna de surveiller la riposte ennemie. Ils activèrent des radars à Kaesong et Wonsan, déployant des missiles anti-aériens Kan-06. En quelques minutes, les avions américains surgirent sur leurs écrans, volant à basse altitude pour esquiver une détection prématurée. Les opérateurs nord-coréens virent comment les F-35 se dirigeaient vers le nord, montant à plus de 12 000 mètres avant d'accélérer. Le schéma était évident. Une démonstration de force. Le ciel au-dessus de la Corée du Nord se crispa, mais aucune batterie n'ouvrit le feu. L'ordre fut strict, observé et préparé. Tandis que la mer du Japon bouillonnait d'incertitude, au Pentagone régnait un silence absolu. Aucun communiqué, aucune clarification. Seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Réponse proportionnelle autorisée. Priorité, dissuasion aérienne. Ne pas escalader. Cela, loin de calmer, ne fit qu'aviver les soupçons. Pourquoi un missile sur le Japon? Pourquoi pas une trajectoire maritime standard? Les experts commencèrent à spéculer que la Corée du Nord cherchait à tester les défenses alliées sans déclencher une guerre, peut-être comme un message en réponse aux récentes manœuvres conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud. D'autres furent plus audacieux. Ils proposèrent que le missile portait des capteurs expérimentaux pour mesurer les vulnérabilités dans les systèmes japonais. Sans données officielles, tout n'était que conjecture. Ce qui est certain, c'est que des semaines auparavant, la 7e flotte avait intensifié les patrouilles dans le Pacifique et ce lancement pourrait être la réponse à cette présence. À 5h35, des radars sud-coréens confirmèrent la présence des F-35, sillonnant l'espace aérien international. Derrière, un avion-citerne KC-135 Stratotanker se positionnait pour ravitaillement en vol, garantissant que les chasseurs aient une portée pour des patrouilles étendues. À cet instant, les contrôleurs nord-coréens détectèrent une interférence puissante sur leur fréquence. Les techniciens identifièrent des signaux de blocage électronique intentionnels, empêchant un traçage précis. Ce détail alluma les alarmes à Pyongyang. L'utilisation du blocage électronique dans les missions aériennes n'est pas fortuite. Elle s'applique lorsque des aéronefs cherchent à occulter leur route ou à protéger les émissions face à des intercepteurs potentiels. Pour les analystes nord-coréens, cela confirmait le pire. Les F-35 n'étaient pas en surveillance, mais en posture offensive. Des heures plus tard, des images satellitaires commerciales capturèrent quelque chose de perturbant. Sur les bases nord-coréennes de lancement, on observait des traces de véhicules lourds, des silos de missiles et ce qui ressemblait à un centre de contrôle renforcé. Ils pourraient avoir préparé une seconde salve, mais la réponse américaine l'arrêta. Les sources officielles ne le reconnurent jamais, mais un rapport de renseignement nord-coréen filtré mentionna que les avions américains visaient des sites clés de surveillance. Pendant ce temps, les radars nord-coréens continuaient donc de suivre le vol des F-35 s'enfonçant dans le Pacifique. La tension diminua seulement lorsque les échos tournèrent vers le sud en direction des bases au Japon. Mais l'épisode laissa un message limpide. Quelque chose bougeait sur l'échiquier du Pacifique et personne ne connaissait la fin complète. Au cours des derniers, la mer du Japon s'est convertie en un point de scrutage constant pour l'armada américaine. Des porte-avions dans le Pacifique aux bases à Guam et Yokosuka. Les opérations de patrouillage, de reconnaissance et de réponse rapide se sont multipliées. Le F-35 Lightning II est essentiel dans ce mécanisme. Sa capacité à décoller en minutes en fait l'outil idéal pour la dissuasion ou les interceptions aériennes. Mais l'inhabituel de cette réponse fut sa vitesse. Il n'y eut pas de notification préalable à l'ONU ni de coordination publique avec les alliés. Tout indique une opération de réponse flash, un déploiement réactif qui opère en dehors des registres conventionnels.
Et si les experts savent que de telles missions ne s'activent pas sans une raison de poids. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne car dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que révélèrent les satellites de renseignement après la réponse des F-35 et pourquoi cet incident pourrait se connecter à l'une des plus grandes escalades militaires timeurs de l'Indo-Pacifique. Et l'année. Des heures après le lancement, le gouvernement nord-coréen émit un communiqué urgent. Les forces armées populaires ont répondu à des provocations impérialistes dans notre périphérie. Les protocoles de défense souveraine ont été activés pour protéger la nation. Le texte évita de mentionner le missile spécifique, mais la référence était claire. Le ministère de la Défense informa également que des batteries anti-aériennes restèrent en alerte pendant plus de 4 heures, prêtes à repousser toute incursion. Le leader suprême, de son côté, convoqua le Conseil de défense nationale. Des sources proches assurent que la réunion s'étendit jusqu'à midi et que des contre-mesures diplomatiques furent discutées. Au même moment, la télévision d'État montra des images de lanceurs KN-08 en position de combat. Le message était explicite. La Corée du Nord était préparée à se défendre. À Washington, les médias spécialisés commencèrent à divulguer des rumeurs. Le portail Defense News affirma que la réponse des F-35 faisait partie d'une doctrine de dissuasion immédiate pour sauvegarder les Alliés. Pendant ce temps, une source du Pentagone, citée par Military.com, déclara succinctement: ce n'était pas une provocation, c'était une nécessité défensive. Mais comme d'habitude, le manque de détails ne fit qu'augmenter l'incertitude. Les analystes militaires s'accordèrent sur le fait que la manœuvre avait un but plus symbolique que tactique. Montrer que les États-Unis peuvent déployer une supériorité aérienne en minutes, même face à un lancement surprise. Et ce message, dirigé à Pyongyang et aussi à Pékin et Moscou, ne passa pas inaperçu. Durant la matinée, les gouvernements de la Chine et de la Russie condamnèrent la réponse, la qualifiant d'acte agressif qui met en risque la stabilité asiatique. En contraste, le département d'État répondit que toutes les opérations se réalisèrent dans le cadre du droit international et à des fins de protection. Pendant ce temps, le Japon, allié de Washington, maintint un silence initial, bien que des sources militaires confirmassent que des radars japonais avaient guidé les F-35 des jours auparavant. Les médias internationaux commencèrent à parler du survol fantôme sur le Japon et le hashtag Missile vs Lightning devint une tendance globale. Des vidéos, des cartes de trajectoire et des filtrations audio supposées inondèrent les réseaux. Mais derrière le bruit, les experts avertissaient quelque chose de plus profond. Les F-35 pourraient avoir été la pointe d'une opération encouverte plus ample et ce qui se découvrirait dans les heures suivantes laisserait clair que le lancement n'était que le début. À l'aube, les radars du Pacifique restaient actifs. La réponse des F-35 était déjà conclue, mais les échos de la tension persistaient dans l'air. Sur les bases militaires de Misawa, Busan et Diego Garcia, les équipes d'alerte restaient pointantes. À Pyongyang, le commandement de défense aérienne maintenait une vigilance totale sur tout mouvement américain. Ce qui semblait un événement isolé se transforma en un puzzle géopolitique. Pourquoi la Corée du Nord lança-t-elle sur le Japon? Qu'est-ce qu'ils prétendaient prouver? Et surtout, pourquoi les F-35 répondirent-ils par des patrouilles si agressives près de la péninsule? Tandis que les gouvernements échangeaient des communiqués diplomatiques, les analystes découvrirent des schémas alarmants. Des satellites chinois capturèrent des vols postérieurs qui coïncidaient en heure et direction avec les F-35. Parmi eux, un avion de renseignement RC-135 Rivet Joint qui décolla de Kadena quelques heures après l'incident. Ce détail changea tout. Si les faux chasseurs dissuadaient, le RC-135 avait une mission claire, écouter tout ce qui se passait sur le sol nord-coréen. Et 7h20 du matin, le radar d'Okinawa détecta 3 nouveaux échos. L'un d'eux, selon les fréquences enregistrées, appartenait à un U-3 Sentry, l'avion de contrôle aérien le plus avancé des États-Unis. Le reste, probablement des F-22 Raptor, se maintenait en formation serrée. Dans le langage militaire, cela ne signifie qu'une chose: couverture pour une opération de surveillance ou de réponse sous protection aérienne active. Des sources anonymes du Pentagone confirmèrent des jours plus tard que la réponse des F-35 était liée à une situation de sécurité non divulguée. Ils ne spécifièrent pas s'il s'agissait d'interceptions simulées ou de patrouilles intimidatoires, mais tout pointait vers une opération soigneusement planifiée. Pendant ce temps, à Pyongyang, les radars du système Ponga 5 commencèrent à enregistrer des perturbations électroniques.
Les opérateurs comprirent immédiatement qu'il s'agissait d'une tentative délibérée d'interférer dans leur capacité de traçage. Durant plus d'une heure, les défenses nord-coréennes opérèrent en mode guerre électronique totale avec une tension palpable. Une seule erreur d'interprétation pouvait déclencher un conflit majeur. Le journaliste militaire sud-coréen Lee Ji-hun le résuma parfaitement. Quand les F-35 décollent en réponse, ce n'est pas seulement de la logistique, c'est de la géopolitique en mouvement. Un message clair, un signal, et surtout une démonstration que le pouvoir aérien américain peut agir quand il le décide. Et c'est précisément ce que l'Armada montra. Le Pacifique Nord comme banc d'essai pour une doctrine de réponse rapide qui combine furtivité, tactique et guerre électronique en un seul coup opérationnel. À Pyongyang, personne ne se tranquillisa avec cette lecture. Le leader suprême ordonna de renforcer les patrouilles côtières dans la mer Jaune et de déployer des anti-aériens supplémentaires près de Sinuiju. Le ministre de la Défense déclara publiquement qu'il ne tolérerait pas les provocations étrangères. Cet après-midi-là, la télévision d'État montra des radars actifs et des troupes mobilisées. Une réponse symbolique, mais avec un ton clair d'avertissement. Mais avant de révéler ce qui se passa avec ce déploiement mystérieux, abonne-toi à la chaîne et reste car bientôt tu découvriras ce que capturèrent les satellites de renseignement après la réponse des F-35 et comment cet incident se connecte à l'une des plus grandes escalades militaires en couverte de l'année. À 9h45, des images satellitaires enregistrèrent le retour des F-35 à la base de Yokosuka. Atterrissage rapide, sans fanfare ni couverture médiatique américaine. Cependant, un photographe dit amateur capta une image floue des chasseurs des descendants, montrant des antennes de jamming actives et des modules de capteurs supplémentaires. Cette photo déchaîna les passions. Certains médias indépendants parlèrent d'interception simulée ou de collecte d'intelligence électronique sensible. Le Pentagone, comme toujours, répondit « Nous ne commentons pas les opérations en cours, mais dans les cercles d'intelligence asiatique, cela sonna comme une confirmation tacite. 3 jours plus tard, une source de la force aérienne américaine filtra que les F-35 exécutèrent une opération de dissuasion prioritaire, terme qui décrit des patrouilles, pour démontrer une réponse face à des menaces balistiques, possiblement en collectant des données ou en simulant des attaques sur des lanceurs. La chronologie s'accordait avec un incident préalable, un sous-marin nord-coréen détecté en train de rôder dans les eaux japonaises. Cette coïncidence suggéra que la réponse n'était pas seulement une réaction, mais une prévention calculée pour éviter des escalades. Des documents internes filtrés révélèrent que Font pense que le vol fut autorisé sous le protocole Immediate Deterrence Operation, réservé au risque de prolifération balistique dans des zones alliées, expliquant la vitesse, le secret et la guerre électronique. Un analyste de Séoul commenta « Il est probable que les F-35 aient transmis quelque chose que Pyongyang ne pouvait ignorer, données de radar, intelligence ou simulation de frappe. Personne ne le confirma. Mais tout pointait dans cette direction. L'incident déchaîna une tempête diplomatique. La Corée du Nord dénonça devant l'ONU une violation aérienne et une provocation. Les États-Unis répliquèrent qu'ils n'étaient pas entrés dans l'espace souverain et avaient agi légalement. La Chine et la Russie appuyèrent Pyongyang. Pyongyang, le qualifiant d'intimidation, tandis que la Corée du Sud émit un communiqué vague sur la coordination avec les alliés. Les médias internationaux parlèrent de mini-crise pacifique, la comparant à la guerre froide. L'analyste japonais Hiroshi Tanaka le captura de manière virale. Chaque fois qu'un F-35 répond, le monde retient son souffle. 24 heures après l'atterrissage, des satellites détectèrent ici à Yokosuka des C-17 et Osprey déchargeant de l'équipement armement de surveillance, tandis que les F-35 étaient emmenés dans des hangars isolés, gardés par l'intelligence aérienne. Cela renforça l'idée qu'ils apportaient des données classifiées, approfondissant l'énigme. Et attention, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car ce qui se révéla ensuite pourrait changer toute la vision de cet événement dans le Pacifique. Dans les jours suivants, surgirent des anomalies électroniques. Des pilotes civils rapportèrent des pannes de GPS près de la péninsule et des navires marchands subirent des déviations inexplicables. Les experts soupçonnèrent une interférence intentionnelle, possiblement de IA-18G Growler américain, avec un double objectif: dissuader et tester les défenses nord-coréennes. Ils y parvinrent en générant des lectures erratiques, une saturation des communications et des échos fantômes. Une semaine plus tard,
La Corée du Nord répondit par des exercices massifs, opération Bouclier Rouge, plus de 20 MiG-29, des sous-marins et des anti-aériens déployés pour montrer la force. Le général déclara « Nous ne tolérerons pas les provocations impérialistes. Nos cieux et radars sont prêtes. » En coulisses, la manœuvre américaine exposa les vulnérabilités électroniques nord-coréennes et leur lenteur face aux surprises, servant d'alerte interne. Pour les États-Unis, ce fut un rappel stratégique. Leur rapidité dans le Pacifique reste solide. Un avertissement calculé à Pyongyang, Pékin et Moscou que tout défi sera contré. Un ex-officier anonyme le dit clairement. Le Lightning ne vole pas sans raison. Quand il répond, « Quelque chose de grand est en jeu et tous ceux qui ont des radars le savent. Ce fut un essai. Un avertissement et une démonstration de pouvoir sans un tir. » Avec les jours, le bruit baissa. Les F-35 aux patrouilles, les missiles au silo, les radars au calme, mais les rapports de renseignement le cataloguèrent comme une opération de contingence impeccable ou un avertissement muet. Le Pacifique revint à une quiétude apparente, mais fragile. L'équilibre changea. Un amiral retraité le résuma froidement. Dans la dissuasion, il n'est pas nécessaire de tirer. Il suffit qu'ils entendent tes moteurs, et cette aube-là, la péninsule entière les entendit.